1789 et 1804 sont synonymes pour nous Français de bouleversements politiques et sociaux. La France est ensanglantée par des conflits civils et internationaux qui laissent son avenir incertain. Ce pays, qui s'impose comme l'une des grandes puissances européennes depuis le règne glorieux de Louis XIV, ne reste pas moins fragile. Le temps des révolutions vient perturber le monde. La Révolution française et l'Empire sont bien connus, mais qui peut se vanter de connaître l'homme qui affronte corps et âme ces régimes qui se succèdent et le défient? Face à ce phénomène, se tient un roi, qui règne sur un large territoire composé d'un royaume qui tente à s'unifier et d'un empire colonial appelé à s'agrandir. Ce monarque, c'est Georges III, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Dans la tourmente révolutionnaire, Georges III doit s'imposer pour perdurer. Avec cet ennemi, qui est déterminé à étendre ses idées à travers le monde, le roi d'Angleterre entretient des relations particulières. C'est avec Louis XVI que Georges III commence ses mésententes franco-britanniques. 16 décembre 1773, Boston. Les navires de la Compagnie britannique des Indes orientales chargés de thé arrivent au port de la ville. Depuis 1765, Georges III et son gouvernement lèvent des impôts sur les 13 colonies, notamment par l'introduction de taxes sur le thé. Cependant, Georges III offre une exemption à cette compagnie. Opposés à ces lois nouvelles pour l'Empire britannique, les Bostoniens se révoltent. À l'arrivée des navires, 60 Bostoniens déguisés en Indiens débarquent sur des bateaux et jettent les cargaisons de thé par-dessus bord. En réaction, le roi impose davantage son autorité en nommant directement les gouverneurs de la baie du Massachusetts et fait fermer les ports de Boston. La Boston Tea Party est le point de départ de nombreuses révoltes à l'encontre de la couronne britannique. Pour sauvegarder son pouvoir en Amérique, Georges III n'a pas le choix. En 1775, il lève une armée qui fonce sur les colonies américaines. Le but ? Mater ces colons récalcitrants. Mais en 1776, les colonies se déclarent indépendantes et deviennent les États-Unis d'Amérique. Alors que les colons résistent tant bien que mal aux forces britanniques, les Français ne manquent pas de réagir. Louis XVI n'arrive pas à se résoudre à la cuisante défaite inculquée par l'Angleterre en 1763 au sortir de la guerre de 7 ans. Suite à ce conflit mondial, le roi très chrétien perd ses dernières colonies d'Amérique du Nord et l'influence française sur l'Europe est sérieusement diminuée. Le roi n'a qu'une chose en tête, se venger de cet affront en leur inculquant une sérieuse défaite. Clandestinement, les Français envoient des munitions et des armes pour aider les colons à s'imposer face aux Britanniques dès 1776. Pour autant, Georges III n'est pas décidé à abandonner ses colonies. Il appelle à une plus vaste mobilisation afin de gonfler les effectifs présents en Amérique. La guerre américaine semble sans fin. Georges III souhaite avant tout sauvegarder son empire, tandis que les colons veulent se détacher de ce royaume trop présent. Et la France dans tout cela, si elle agit dès le départ dans le plus grand secret, pour arriver à une victoire rapide contre son ennemi, l'officialisation de son entrée en guerre est inévitable. Le 6 février 1778, Louis XVI signe un traité d'alliance avec les États-Unis. Louis XVI est alors le premier souverain européen à reconnaître officiellement l'existence des États-Unis. Le 10 juillet, Louis XVI déclare officiellement la guerre à l'Angleterre. Les troupes françaises commencent par attaquer New York et descendent progressivement la côte Est. 2 ans plus tard, l'Espagne et les Provinces-Unies terminent l'alliance contre le Royaume-Uni. Georges III est désormais isolé dans une Europe qui semble contre lui. Malgré tout, les Britanniques remportent de nombreuses victoires. L'issue du conflit n'est donc pas une certitude. Pour occuper les forces britanniques sur le continent et faciliter la victoire américaine, Louis XVI tente de faire débarquer ses troupes sur l'île de Wight, puis en Angleterre, par Southampton. Mais les Français n'arrivent pas à déloger les navires britanniques positionnés sur la Manche. Louis XVI est alors obligé d'abandonner son projet de conquête. En mai 1780, le roi de France envoie 5000 hommes supplémentaires sur le continent américain. Les forces britanniques s'affaiblissent et commencent à accumuler des défaites. Finalement, le 19 octobre 1781, à Yorktown, la Grande-Bretagne de Georges III capitule. Au terme de 2 années de négociations, un traité de paix est signé à Paris le 3 septembre 1783. C'est ainsi que la guerre d'indépendance américaine prend définitivement fin. Georges III est obligé de reconnaître l'existence des États-Unis,
Mais contrairement à ce que pensait Louis XVI, le Royaume-Uni en sort nullement affaibli. Il construit des liens économiques et commerciaux étroits avec ses anciennes colonies. Quant à la France, elle s'enfonce dans une crise économique et politique. Plus uni que jamais, le Royaume-Uni se mobilise autour de son roi pour affronter l'avenir ténébreux que la France lui réserve. La fin des années 1780 voit la santé de Georges III se détériorer. Le roi semble atteint d'une certaine folie. Ses médecins tentent de le soigner avec des méthodes drastiques, mais en vain. Jusqu'au dernier jour de sa vie, Georges III alterne entre périodes de lucidité et instants de troubles mentaux. Mais une fois remis sur pied, l'amour du peuple britannique envers son roi renaît. De l'autre côté de la Manche, en 1789, la France fait face à une révolution sans précédent. Le peuple se soulève. La Révolution américaine, les révolutions anglaises du XVIIe siècle, les écrits des philosophes des Lumières offrent des idées nouvelles qui s'opposent à la monarchie absolue de droit divin. Au départ, le peuple n'est pas hostile à la monarchie. Louis XVI perd certains de ses pouvoirs mais demeure roi, en prêtant serment sur une constitution. Vivant sous haute surveillance au palais des Tuileries, il tente de s'enfuir le 20 juin 1791 pour retrouver des alliés et lancer une contre-révolution. L'Autriche et la Prusse déclarent la guerre à la France révolutionnaire, mais finalement, la monarchie est abolie le 21 septembre 1792. Le roi est jugé coupable pour trahison envers la Constitution, puis exécuté le 21 janvier 1793. Que ressentent Georges III et son peuple face à cette révolution ? 100 ans avant son accession au trône, l'Angleterre avait déjà connu une révolution qui, à l'instar de celle de France, avait fait basculer la monarchie. Une république et un protectorat dictatorial représentés par Oliver Cromwell avaient pris la place de ce souverain légitime qu'était Charles Ier. Georges III doit alors se préparer à affronter le courroux révolutionnaire. La Révolution française puis la chute de la monarchie inquiètent les aristocrates et propriétaires terriens britanniques. Ouvertement opposés aux privilèges, la pensée révolutionnaire tente à s'imposer en Europe. Les classes supérieures anglaises craignent à leur vie, leur position et leur richesse. En aucune manière ce mouvement destructeur ne doit s'implanter en Angleterre et renverser tout ce qui caractérise les îles britanniques. Le souvenir de Cromwell est encore amer aux yeux de ce peuple. Le Royaume-Uni représente tout ce que les révolutionnaires aiment à bannir. C'est donc tout naturellement qu'en février 1793, la première République française déclare la guerre à Georges III. Pour affronter cette France nouvelle et violente, l'Europe se mobilise. Une première coalition contre la France naît en 1792. La politique de la Grande-Bretagne est simple. N'ayant plus d'armées assez nombreuses pour mener seuls les conflits, le Royaume-Uni verse des subsides aux États étrangers afin qu'ils lèvent des armées contre la France pendant que la marine britannique tente d'asphyxier le pays par blocus et la prise de colonies. Mais la France révolutionnaire progresse en Europe, au point de signer une paix victorieuse en 1797 avec l'archiduché d'Autriche et le Portugal. Georges III est donc seul à continuer la guerre contre les révolutionnaires. Mais l'année suivante, l'Angleterre forme une deuxième coalition contre la France. Affrontant corps et âme les révolutionnaires, notamment en Égypte et en Italie, le Royaume-Uni tente de s'imposer. En mars 1802, la Grande-Bretagne finit par signer la paix avec le nouvel homme fort de France, le premier consul Napoléon Bonaparte. Le nouveau régime qui s'implante en France n'est pas propice au rapprochement franco-britannique. Une fois au pouvoir, Napoléon n'a pas oublié ce roi qui demeure l'antipode des idéaux révolutionnaires qu'il a l'intention de promouvoir. Pour Georges III, la paix n'est qu'une expérience qui ne peut perdurer. Effectivement, un an après la signature de cette paix éphémère, la guerre reprend. Georges III doit donc se préparer à affronter un nouvel ennemi français. Georges III est soucieux face à ce premier consul qui devient empereur des Français en 1804. Sa plus grande crainte est de voir arriver des soldats français sur son sol. L'invasion de l'Angleterre est le grand dessein napoléonien. Mais le roi se tient prêt. Il agrandit son armée grâce à l'arrivée de nombreux volontaires et au déploiement de sa flotte sur la Manche. Georges III et William Pitt sont conscients qu'ils ne peuvent affronter seuls Napoléon Ier. En avril 1805, ils forment une troisième coalition de nations opposées à l'Empire français. Si les batailles navales menées par les Britanniques sont auréolées de succès, sur le terrain, les Autrichiens et les Russes essuient plusieurs défaites.
Avec la victoire du vice-amiral Nelson à Trafalgar, la menace d'invasion française en Angleterre s'éteint définitivement. La puissance navale britannique est telle que la Grande-Bretagne se rend maître des mers. Mais au terme de quelques mois de conflit, la coalition finit par s'estomper avec la victoire napoléonienne d'Austerlitz. William Pitt meurt en 1806, épuisé de se battre contre cet ennemi. William Granville est appelé à lui succéder. Les effectifs britanniques ne cessent de diminuer. Il propose donc au roi d'élargir le droit de rentrer dans l'armée aux catholiques, mais il refuse catégoriquement. George III est un anglican convaincu. Il ne peut concevoir que des catholiques aient des droits plus étendus dans son royaume. Se contentant de ce qu'il a, Granville doit continuer cette lutte qui paraît sans fin. Pour ce faire, il met à contribution la marine. Il donne l'ordre à tout navire britannique d'attaquer tout bâtiment français qui se présente devant eux. En réponse, Napoléon impose à l'Europe un blocus continental qui vise à asphyxier l'industrie et le commerce britannique. Mais certaines nations s'opposent aux volontés de l'empereur. Le Portugal est l'une d'entre elles. En tant que plus ancien allié britannique, le Portugal se dit neutre et refuse le blocus. Pour cette raison, Napoléon décide d'envahir ce royaume en 1807. George III n'hésite pas à envoyer une flotte armée pour défendre son allié et aider la famille royale et le gouvernement portugais à fuir au Brésil. Napoléon décide d'envahir l'Espagne en 1808. Il force le roi Bourbon Ferdinand VII à abdiquer en faveur de Joseph Bonaparte. Mais les Espagnols ne reconnaissent pas ce roi qu'ils considèrent comme illégitime. Ils se soulèvent contre les Français qui occupent le pays. George III voit l'occasion d'intervenir pour affaiblir davantage son ennemi. Il envoie le futur duc de Wellington qui débarque en Espagne par le Portugal. Grâce à son intervention, les Anglo-Portugais poussent peu à peu l'armée française hors de la péninsule ibérique. Mais en 1810, la santé de George III se dégrade. Presque aveugle et accumulant les états de démence, il vit reclus au château de Windsor et voit tel un spectateur la fin des guerres napoléoniennes. Mais le conflit continue. En 1812, la Russie refuse elle aussi d'appliquer le blocus continental. Napoléon n'a d'autre choix que de partir dans une campagne qui lui sera fatale. L'heure est venue de mettre un point final à cette puissance française trop encombrante. En 1814, le Royaume-Uni forme une quatrième coalition contre Napoléon. Si au départ Napoléon sort victorieux des batailles en se plaçant à la tête de jeunes recrues inexpérimentés, la réussite napoléonienne commence à basculer. Le 31 mars 1814, les coalisés entrent dans Paris. Napoléon est forcé d'abdiquer le 6 avril. Il est exilé sur l'île d'Elbe, tandis que Louis XVIII Bourbon devient roi des Français. Le destin de la France est entre les mains des puissances européennes. En septembre, elles se réunissent à Vienne et partagent l'occupation de la France tout en lui grignotant des territoires acquis par Napoléon. Mais l'empereur ne se considère pas comme définitivement vaincu. Il décide de revenir en France pour récupérer son pouvoir. Avec l'aide de nombreux Français qui l'acclament, il arrive aux Tuileries en mars 1815. Face à ce retour, les Alliés reprennent les armes contre Napoléon. Il est finalement défait par les coalisés menés par les Britanniques à Waterloo le 18 juin 1815. 4 jours plus tard, l'empereur abdique une seconde fois. Il tente de s'enfuir vers l'Amérique, mais il est rattrapé par les Britanniques. Il négocie avec eux l'asile qui lui est accordé. Le gouvernement britannique décide alors de le transférer sur l'île de Sainte-Hélène, au beau milieu de l'Atlantique Sud. Tandis que Napoléon vit reclus et constamment surveillé par les Britanniques sur son île, la France est occupée par les coalisés. L'influence française sur l'Europe est réduite à néant, tandis que le Royaume-Uni s'impose peu à peu comme le maître de ce continent. George III n'aura pas pu voir cette victoire tant désirée sur cette France aux oppositions nombreuses. Il meurt totalement démuni au château de Windsor le 29 janvier 1820. Son fils aîné lui succède sous le nom de George IV. Malgré tout, ces guerres si nombreuses qui rythment les relations franco-britanniques entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe s'achèvent en grande partie grâce à l'intervention de ce roi. Pourtant, jamais George III ne rencontra ses homologues français.
La mort de celui qui vécut toute sa vie en Angleterre et s'opposa toujours aux Français ouvre une nouvelle ère. La paix entre ces deux nations finit par perdurer. Dès lors, le Royaume-Uni et la France peuvent commencer une entente qui restera cordiale jusqu'à nos jours.